Nous sommes en train de démarrer l'écriture d'un piège qui durerait une semaine entière. Donc c'est pas... Jeudi 28 mai, demain, à 21h15 sur C8, tu deviens le pire stagiaire après le succès des 2 premières éditions et tu reviens avec de nouveaux pièges encore plus forts et ambitieux. Un peu plus... Ils vont loin, ceux-là. Ils vont loin, voilà, ils vont loin. Comment tu as construit ces sketchs cette fois-ci Alors, toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on se renseigne sur les personnalités des gens, on se renseigne sur leur métier, on se demande si ça peut nous inspirer, le métier en question, parce qu'on reçoit beaucoup de candidatures maintenant. Ce qui est l'avantage du pire stagiaire aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on devait partir d'une page vierge et aujourd'hui, on nous envoie tellement de candidatures pour dire piéger mon père, piéger ma mère, piéger mes collègues, mes frères et mes sœurs. Exactement, mes frères et mes sœurs. Hein. Exactement. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous écrivent, puis on passe des annonces en disant si vous voulez qu'on piège vos proches, envoyez-nous vos candidatures. À partir de là, on reçoit des milliers de candidatures, on épluche donc le métier, la profession, la personnalité de la personne, pourquoi elle peut être drôle à piéger et tout ça. Est-ce que c'est sûr qu'elle ne m'a jamais vu? C'est ça qui s'est Comment es-tu sûr que les gens ne te reconnaissent pas? On te pose souvent cette question, mais c'est important. C'est important, c'est super important parce que il y a quand même souvent on suppose que la personne ne me connaît pas. Alors il y a ceux qui savent que que par exemple les parents me connaissent parce qu'ils ont déjà vu des vidéos et tout ça. Du coup ceux-là on peut pas les faire, on les élimine. Et on prend ceux pour qui on nous dit ils ne te connaissent pas, ils t'ont jamais vu. Mais même avec ceux-là on a des surprises puisqu'après on envoie notre journaliste dans un temps 2 qui va avec des photos des potentiels stagiaires montrer les photos en disant ah bah voilà je vous montre si vous avez 2 minutes les stagiaires potentiels qui ont été retenus si vous voulez me dire ce qui vous évoque. Et dedans il y a ma photo. Et là même après le premier filtre de l'entourage, il y avait une fois sur 2 les personnes qui disaient mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi, tu vois. Donc t'as bien préparé le terrain en amont. Énormément. Et d'ailleurs on piège même un rappeur dans cette... On aura un extrait en deuxième partie de l'émission sur le rappeur. Ouais. Voilà, et il y a un installateur d'alarme, un médecin, une femme médecin et un rappeur. Le rappeur, du fait de son âge, du fait de ses intérêts, ses centres d'intérêt, on se disait est-ce qu'il cherche pas à faire la promo de son album, est-ce que... Donc nous on était très méfiants, on se disait est-ce que c'est sûr qu'il ne me connaît pas. On lui a envoyé 3 journalistes lui, ah oui, quand même, pour des prétextes différents à chaque fois. On voulait vraiment être sûr parce que c'est tellement de préparation, c'est 2 mois de travail pour chaque épisode, donc on peut pas se casser la gueule en arrivant et qu'il dise bah attends je sais qui c'est. Donc maintenant on fait vraiment attention en amont de vérifier que la personne ne me connaît pas, qu'elle peut être drôle à piéger, que c'est quelqu'un qui a un métier intéressant à montrer, qu'elle va accepter aussi la diffusion, qu'elle le prendra pas mal, que l'entourage est totalement d'accord. Toutes ces conditions on essaie de les réunir. C'est chaud un rappeur, non? Eh ben un rappeur, en fait on a eu la chance de tomber sur un rappeur très gentil. Sympa. Quand même. Franchement sympa, et c'est cool parce que ça casse un peu les clichés aussi. Et c'est ça. j'étais assez surpris de voir à quel point il a été patient. Après on rappelle quand même un truc, c'est qu'il y a les caméras qui sont là. Donc sans dire que c'est des cons dans la vraie vie, attention, loin de là, mais en tout cas je pense que quand on est filmé on peut garder son self-control un peu plus facilement. S'il n'y avait pas les caméras là, je pense que je serais déjà mort. Ouais, tu disais justement tu serais déjà mort. Est-ce que parfois t'as eu peur? Moi je me souviens de cet épisode où t'es dans un chalet à la montagne. Le mec est chaud à un moment donné, il a juste envie de te péter la gueule. Tu prends l'exemple parfait parce que là je crois que j'ai eu le plus peur vraiment. C'est-à-dire que en plus quand on est en face, je pense que lui... Pas de malin, la plupart des autres, je me dis à chaque fois, ils iront pas loin parce qu'en réalité il y a les caméras qui font attention et tout ça, il y a le supérieur. Lui c'était son chalet, son gîte avec sa femme. Il en avait rien à foutre de savoir qu'il y avait les caméras de France 3, il l'a dit dès le départ. Il dit France 3, moi je m'en bats les couilles. Si je dois lui mettre une tarte, je lui mets une tarte. Du coup je savais qu'il n'y avait pas de filtre. Donc à partir de là, j'ai sorti une phrase au bout de 2 minutes, je crois, en disant est-ce que vous avez des chefs, sinon je vous ai rappelé Monsieur Seguin et Seguin. Et là, je pensais que c'était juste une petite vanne comme ça, et il dit je vais te mettre une tarte et tu recommences à tout de ma gueule. Et je me suis dit ok, là donc on est sur un terrain glissant. Et donc à chaque fois que je faisais une action, je la faisais mais en faisant 3 mètres en arrière, 3 pas en arrière au cas où. Et à un moment donné, effectivement, on est près de la porte de sortie, il me coince à un moment donné, il me gueule dessus. Je me suis dit je vais en prendre une, vraiment. Mais c'est vrai que cet épisode est fascinant parce qu'en fait il y a la montée en pression et nous quand on le regarde on se dit putain mais à quel moment il se fait dégonner tellement. Et en fait il relativise, puis il veut me redéfoncer, il relativise, il veut me redéfoncer. On jouait au yo-yo en permanence. Et je lui dis à un moment donné, vous êtes un peu schizophrène mon cher Olivier, et il dit moi complètement je suis un dingue, tu vois. Autre dingue, Tiffany. Merci. Je voulais savoir comment t'étais venue l'idée de faire à la caméra cachée, il y en a plein, mais cette idée justement de pire stagiaire, tu l'as eu comment? C'est à force de justement de regarder différents déjà. Il a eu une illumination. Non, même pas, j'aurais bien aimé pouvoir m'en vanter, mais c'est même pas de moi cette idée de départ, c'est de Orange, la société. Ah oui, c'est vrai, je me qui souviens. m'avait envoyé piéger leurs salariés. C'était l'agence de pub qui s'appelait Publicis qui avait proposé ça à Orange. Au départ, ils voulaient faire de la caméra
caché. Et après, ils se sont dit, mais ça va être compliqué de filmer toutes les pièces et tout, Bien parce sûr. que dans une journée, on bouge beaucoup à moins d'être fixe sur un bureau. Et cette idée superbe de faire du reportage. D'ailleurs, je pense que Patron Incognito, on est un petit peu sur un concept pas très loin aussi. Ouais. Et en fait, on l'a appliqué, nous, au domaine du piège. C'est-à-dire que là, alors, Patron Incognito, il n'y a pas de piège. Derrière, c'est pas de l'humour. Mais du coup, c'était une super idée qu'ils ont eue de mettre des caméras. Le stagiaire, c'est génial parce qu'il y a une pression, chez l'employé, quoi. Une, il doit former quelqu'un. Deux, ça se passe au lieu de caméra. Et trois, en plus, c'est une catastrophe, le mec. Donc, c'est le pire jour de leur vie. Est-ce que tu écris des pièges comme une mini-fiction? Ouais, complètement. Voilà, complètement. Là, surtout de plus en plus maintenant. C'est-à-dire qu'autant, on parlait de Orange. Au départ, c'est David, mon associé, qui m'aide beaucoup à écrire, mais on écrit à deux. En fait, au départ, sur Orange, par exemple, on avait 3 actions. Je disais, aller demander, aller manger de la brioche, les pieds sur la table. Enfin bon, je donne un exemple, mais voilà, c'était vraiment, on mettait des petites actions en tiré. Et aujourd'hui, j'apprends parfois jusqu'à 50 pages. 3 jours avant le piège, 50 pages qui me servent de canevas. Fait du bien cette passion des caméras cachées? Je dirais ceux qui m'ont un peu inspiré quand j'étais jeune. Attends, laisse-moi deviner. Bafi, la fesse. Mizrahi, C'est un peu Raphaël Mizrahi, la base. Mizrahi, bien sûr. Mizrahi, la fesse. C'est ça. Beaucoup. Et Mizrahi, Sébastien c'est un aussi, génie, hein. dans le c'est morphing. assez incroyable dans le déguisement et tout ça, extraordinaire. Non, ça m'a toujours fasciné de jouer sur l'ambiguïté dans le réel comme ça, de est-ce que la personne est sérieuse, est-ce qu'elle est pas sérieuse. J'ai toujours aimé faire ça. Ça m'est venu de là. Et jouer la comédie, j'adore. Et puis alors, voilà. J'aurais adoré te piéger, Maxime, en fait. Ça aurait été tellement drôle. On s'est rencontrés tôt. Bah voilà, un peu trop tôt. Mais si on s'était pas connu, peut-être que là j'aurais ça pu aurait tomber été dans le marrant. truc. T'as beaucoup investi en matériel. C'est quoi les meilleurs plans que pour une caméra cachée? Dans les petits boutons comme ça. Nous, on a fonctionné pas mal avec au départ, on a essayé du matériel, tu sais, un petit peu bancal, de matos chinois, un petit peu, tu sais, ouais, mais c'est jamais très fiable, ça s'éteint Dans un toujours au bout de capuchon 10 de minutes. stylo. Ouais, mais c'est horrible ça. Du coup, en fait, il y a rien de tel que les GoPro qu'on met dans des boîtes de Santin, tu vois, ce genre de choses. Ah ouais. Ouais, on a Ou les plein boîtes de carton. on a maintenant, on a des fausses prises, on a des faux tableaux, on a plein de trucs c'est comme ça, super. mais c'est tout le temps, on met un trou pour laisser passer l'œil, et puis en fait, c'est comme ça qu'on piège. Ouais, dans les caméras cachées, beaucoup de choses ont déjà été faites. Comment on peut se réinventer et surtout, quelles sont tes limites? J'ai l'impression qu'il faut aller toujours plus loin aujourd'hui pour ou amuser ou surprendre. La limite, c'est de toujours me ridiculiser moi dans mes personnages. On va dire que c'est pas moi en tant que grec qui suis ridicule, c'est mes personnages qui sont complètement soit débiles, soit complètement fous. La limite, c'est de jamais ridiculiser la personne, parce que je sais que si la personne, de toute manière, c'est pas notre but, mais même si par hasard on l'humiliait, cette personne-là, ce qui n'aurait, je pense, aucun intérêt, à la fin du piège, elle aurait aucune envie d'une que soit diffusée, elle en garderait même pas un bon souvenir, et donc la caméra cachée n'aurait aucun intérêt. Je trouve qu'une caméra cachée n'est drôle que si à la fin la personne le prend bien, et se dit vous m'avez bien eu, c'était une connerie, et en plus vous m'avez piégé pendant 8 heures, tout le monde est au courant. Donc je me dis toujours, faut pas humilier, pas ridiculiser, c'est le plus important. Moi, il y a une personne dont je suis fan absolue, c'est Camille Cotin, ma connasse. Et j'aimerais savoir si toi, ça te chaufferait de faire comme elle a fait. Elle a un court métrage, mais tout en caméra, un long métrage, tout en caméra cachée uniquement. C'est très bien que tu poses cette question, puisque du coup, nous travaillons. C'est vrai? Oui, nous sommes en train de démarrer l'écriture d'un piège qui durerait une semaine entière. Donc c'est pas Camille Cotin, c'est vrai que c'était à c'était dans la Londres et continuité de ce tout, qu'elle avait fait. c'était incroyable. Donc, c'était plein de petites, plein de piéger un personnes. mec pendant une Moi, semaine. voilà, je voudrais rester dans cette logique de Ça mono-piégé. serait ouf. On se concentre sur une personne, nous on le faisait là pendant 8 heures. Et ben là, alors je peux pas en dire plus, mais c'est sur une semaine entière. Donc- Ça pourrait être un record. Non, mais sans vanne, en plus, il pourrait y avoir le des record records de la de caméra la caméra cachée la plus longue. Ce Ça serait serait énorme. dingue. Et en fait, il y a un film qui m'avait fasciné tout jeune, c'était Truman Show. Et je suis Tellement. resté vraiment marqué par ce film-là. Je pense qu'il y a un truc inconsciemment, je me dis si ça pouvait se produire dans la vraie vie, alors c'est pas du tout pareil parce que lui c'était une question de télé-réalité et tout, mais je me dis si on y arrive. Ça serait ouf. Après, il faut qu'on prenne en compte les contraintes juridiques, tu vois. La la personne va accepter, À la fin, on prévoit d'en piéger 3 pour qu'il y en ait au moins un qui marche, tu vois. Ah, mais c'est une semaine fois 3 quoi. Ah ouais. C'est encore plus. Ok. Oui, bien sûr, mais on est obligé, t'imagines si. Alors on a un producteur qui travaille avec nous, mais après si derrière il y a le Et distributeur qui met ce de l'argent. projet-là, c'est pour la télévision? Non, ce serait pour le cinéma. D'accord. Ce serait pour le cinéma. Après, Ah, ça serait c'est ouf. pas fermé dans le sens où je trouve que ça aurait totalement sa place sur Netflix aussi. Bien sûr. Voilà. Ah bah oui, grave. C'est bien d'avoir des nouveaux programmes. À quel Totalement. niveau vous avez déjà des touches avec des diffuseurs? Avec le producteur qui travaille avec lui avec des maisons après on n'a rien de concret parce qu'il faut déjà que là on rende le texte. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et ensuite, Mais développement. encore une ou pas. fois, c'est un texte qui, comme je disais tout à l'heure, c'est 50-50, 50% de texte, 50% d'impro. Donc là, Ouais, c'est en ça. fait, le texte va être tellement spécial. On a commencé
commencé à l'écrire avec David, mon collègue, et puis du coup, en fait, on écrit. Je suis sûr que c'était lui la crotte. Comment? Non, c'était lui. Non, David, non, tu nous regardes. franchement, je le couvrirai pas si jamais. Non, c'est pas lui. Et dans ce film, c'est marrant parce qu'on écrit à chaque fois. Je pense que les producteurs n'ont jamais vu un scénario comme ça. C'est la personne devrait réagir de telle manière. C'est ça, c'est que des si elle réagit suppositions. comme ça, on fait ci. Si elle réagit comme ça, on fait ça. Sachant qu'il y aurait une centaine de complices. Que retiens-tu de ton expérience à TPMP? Incroyable visibilité. C'est un public tellement large et surtout des gens qui, je trouve que c'est la bouffée d'oxygène de tellement de gens en France, voilà. Et c'est fou parce que dans la rue, alors moi je venais de YouTube, donc j'avais l'habitude de me faire reconnaître par les jeunes, en particulier, enfin les moins de 30 ans, on va dire. Et puis là, c'est vrai que c'est un public qui est plus de 30 ans en général, et du coup, mais qui est très varié. Et puis c'est super nombreux, quoi, en tout cas. Donc après, je retiens que du positif parce que c'est une fenêtre incroyable, mais aussi un frein pour faire des caméras cachées, clairement. Oui, d'accord. Voilà. Quelle est la part d'improvisation dans tes caméras cachées? 50%, tu nous Ouais, disais? 50% environ, je dirais. Sur le pire stagiaire, bien sûr, 50%. Surtout quand c'est le fils à papa, c'est plus de texte. On le verra dans un instant. Quelle est ta plus grosse crainte pendant les tournages? Ma plus grosse crainte, c'est que la personne me reconnaisse quand on arrive, même avec toutes les précautions qu'on a pu prendre. Ça, c'est ma plus grosse crainte. Et la deuxième, c'est qu'elle réagisse pas. Yeah. Horrible, c'est arrivé une fois avec un coiffeur. D'ailleurs, on a piégé une coiffeuse dans la foulée parce que le coiffeur n'a pas marché, donc on n'a jamais diffusé le coiffeur. Mais il n'a rien sorti. Voilà. Ah bon, c'est ça arrive. ouf, hein. Et rien. Le piège dont tu es le plus fier? Le piège dont je suis le plus fier, je dirais celui avec le chauffeur routier, parce que c'est une personne qui est incroyable, avec une générosité, un cœur énorme, qui au travers de ce piège où je l'ai quand même poussé à bout, il était plein de bons conseils, d'envie de m'aider. Il a vu que j'étais perdu dans la vie, mais il avait qu'une envie, c'était de me prendre sous son aile, et ça, c'était super. Et le piège le plus rock'n'roll? Le gîte, là, clairement, c'était, je te dis, j'en suais du midi au soir de faire ça. Je me disais, je vais pas en sortir vivant. Dès que je disais une phrase, je faisais un bond en arrière pour pas m'en prendre une. Je courais autour de la table, c'était hallucinant. Rock'n'roll, c'était plutôt ça, je dirais. Comment as-tu vécu la période durant laquelle tu as révélé avoir fait appel à des comédiens? Ça t'a endurci, ça t'a meurtri ou ça t'a grandi? Sur le moment, ça m'a meurtri, clairement, parce que, d'ailleurs, on parlait de TPMP, la particularité de la télé, c'est que ça peut être aussi un rouleau compresseur aussi par moment, c'est-à-dire que c'est une caisse de résonance qui est tellement énorme, surtout cette émission, que derrière il y a un truc qui va être tiré de son contexte, on va en faire des caisses autour, tous les journaux vont titrer avec une information qui sera pas forcément vraie, et puis du coup tout le monde va reprendre, et puis au final on n'a plus la vraie information, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Mais du coup c'est vrai que ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont entendu un échantillon d'informations et qu'après on dit mais Grigiotin en fait il a triché toutes ses caméras cachées et tout ça, alors que nous on a essayé de le dire que c'était 5% de nos trucs, on a fait un tableau, on était transparent. Aujourd'hui j'ai plus rien à cacher, c'est-à-dire que je suis la seule personne en France probablement qui a fait des caméras cachées, alors que je suis pas le premier à avoir eu recours à des comédiens, mais je suis le seul qui ait fait un tableau où vraiment forcément j'ai été pris aussi la main dans le sac, donc du coup j'ai dû un petit peu faire un aveu, et puis j'ai listé, et aujourd'hui on a vraiment listé tous ceux, c'est-à-dire qu'il y avait 20 minutes sur 9 heures de piège, et 9 heures de piège diffusées, mais sachant que j'en ai tourné j'ai tourné des cinquantaines d'heures dans la rue. Du coup c'était vraiment ça, mais les gens qui ont regardé TPMP, pour beaucoup, ont mal compris la chose et du coup m'ont un petit peu jeté la pierre, alors que aujourd'hui, en tout cas maintenant on fait des making of, donc j'en sortirai grandi quand même, parce que justement maintenant on est dans une transparence telle, on met des making of pour tout ce qu'on fait, on montre les coulisses de tout ce qu'on fait, les gens n'ont plus rien à craindre, je veux dire, entre guillemets. Aujourd'hui on est à poil entre guillemets, mais au moins ils ont toute l'information pour ne plus avoir à douter. Et t'as rebondi plusieurs mois après avec beaucoup d'autodérision dans une vidéo. Ouais, c'est vrai, qui s'appelait Je décide d'arrêter, où j'avais du coup fait jouer les différents comédiens auxquels j'avais fait appel dans mes vidéos, et puis je les mettais au chômage du coup, puisque je disais que j'avais plus besoin d'eux, et ça s'appelait la fabrique du fake, et du coup je revendais cette fabrique là, et c'était pour leur dire, et c'était un peu une façon de dire on était à 5%, on passe à 0, et maintenant c'est une nouvelle page. Voilà. Au-delà de tes émissions télé, de quoi tu vis maintenant? Des partenariats avec des marques? Partenariats avec des marques, sur YouTube en particulier. Moi je suis pas trop
présent sur les réseaux. J'ai du mal avec Instagram et tout ça. Je suis encore pour montrer ma vie privée et tout. Je suis pas trop là-dedans, donc c'est pas trop sur ce créneau-là, moi, que je vais faire des revenus. Ça va plutôt être sur YouTube parce qu'il y a des marques qui sponsorisent nos vidéos. Les revenus générés par les publicités sur YouTube aussi en début et en fin de vidéo. Évidemment, les primes pour la télévision. Et puis après, il y a aussi la SACD, c'est les droits d'auteur. Bien sûr, c'est important ça. Voilà. Encore 3 questions. Qui sont tes principaux concurrents aujourd'hui? Concurrents? Ouais. Ah, franchement, à la télé, il n'y a pas beaucoup de caméras cachées. Sur YouTube. Sur YouTube, c'est... Ah, y a pas, c'est une catégorie. En fait, il n'y a pas vraiment de concurrence parce que le pire stagiaire. Ouais, après, je connais des chaînes sur YouTube, mais par exemple, si on prend une chaîne comme Ibra TV, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est un autre genre, quoi. Tu vois, c'est un autre genre. Ils s'appellent tous des pranks, mais c'est pas vraiment de la cam cash, quoi. Ouais. Après, il y a mon pote John de Mayo qui en fait, à qui je passe un bonjour d'ailleurs. Sinon, j'ai pas de Jason Brokers, tu fais pas Jason Brokers, non, je crois. Tu crois? Mais sinon, après, il n'y a pas énormément d'émissions de caméra cachée. Enfin, je sais pas si vous en connaissez. Le retour de Surprise. T'en as pensé quoi? Bah, il y a eu surprise. J'ai vu juste Kev Adams et Gad Elmaleh que j'ai trouvé sympa. Ah, ça a repris? Ça a repris avec Olivier Mine en présentation. J'ai trouvé sympa. J'ai pas vu le reste. Tu l'as vu, toi? J'ai vu, c'était sympathique. C'était sympa, entre du très vintage au plus moderne. C'était Bon, bah, il y a même vu le sketch avec Mimi Mati. Ah, j'ai pas qui a du tout disparu. vu, moi. Moi non plus. Ah ouais? Non. Non, elle a été piégée. C'était nul. Franchement, c'était nul. Dernière question, le piège que tu rêverais de faire. Parce que moi j'ai vu des choses un peu partout sur internet où ils ont hypnotisé un mec, ils l'ont mis dans une base militaire, ils l'ont filmé, ils l'ont fait croire que c'était la guerre nucléaire, toi. Ah, ça c'est dingue ça. C'est à dire avec des moyens énormes, t'imagines ce que t'arrives à faire. Mais ce qui serait incroyable, et vraiment, si tu peux le faire, un chapeau. Quoi? Attends, elle te donne l'idée. Qui se rentre en stagiaire à l'Élysée. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, ça serait incroyable. Ouais, si je dois parler de rêve, évidemment, piéger Macron, piéger. J'aimerais bien piéger Sarkozy, j'aimerais bien piéger. Mais je vais pas le citer parce qu'après, s'il y a des tags et tout, ça va lui arriver. Mais il y a un mec qui a un caractère très très chaud en France que j'aimerais beaucoup piéger. Mais je sais pas, je vous laisse deviner. Depardieu, ça serait énorme. Ah, Depardieu, ça serait bien. C'est pas lui, mais un mec qui a une grande gueule. Bon. Mais bon, on va essayer et sinon, non, le piège, c'est celui qu'on est en train de préparer. Une grande gueule. C'est énorme. Ça, j'en rêverais. Greg Yotin, il est temps de passer aux questions du tac au tac. Laurent Baffy ou Pascal Selem? Ah, c'est dur ça. Ah, on est là-dedans alors. Laurent Baffy, il est très fort. Mais Pascal Selem, c'était génial, c'est caméra cachée. Mais Baffy pour son impro, incroyable. Jean-Yves Lafesse ou Camille Cotin? Jean-Yves Lafesse. Action discrète ou surprise? Surprise. Télévision ou YouTube? YouTube quand même pour le de cœur, c'est YouTube quand même. Meilleur ou pire stagiaire? Meilleur ou pire? Le meilleur pire stagiaire. Bah voilà, très bien. Le pire stagiaire, c'est jeudi 28 sur C8. Et cette fois-ci, t'as tenté de déstabiliser un rappeur en pleine interview. Oui, c'était en fait, je suis censé être en stage d'observation avec lui pendant une journée entière. On lui apprend la veille, là je donne les off, mais en fait, pour que ça paraisse pas trop gros, que ça fasse pas une sorte de vie ma vie, et parce qu'on voulait mettre le fils à papa en face du stagiaire, mais on s'est dit il va trouver ça bizarre, donc on lui a fait croire que le stagiaire qui de base s'intéressait vraiment au rap nous avait lâché la veille, et que du coup c'était le fils de un ami proche de la patronne de France Télévisions qui envoyait son fils. Voilà, mais le fils n'aime pas du tout le rap et c'est pour ça que c'est un cauchemar pour lui cette journée-là. Extrait, c'est parti. Ça doit être très haut. J'ouvre le bal? Oui, tout à fait. JNR, depuis combien de temps êtes-vous rappeur et est-ce que vous vivez du rap? Ça fait 4 ans que je rappe. Et non, je vis pas du rap, mais j'aimerais bien. On travaille pour. Donc si je comprends bien, vous êtes chômeur. Je suis en stage de chômage. Non, je suis pas chômeur, je travaille. Non, vous êtes chômeur. Et je pense qu'il n'y aura pas de reportage de la sorte sur vous. Profitez-en, journée porte ouverte autocar. Donc parce que comme je suis pas comme vous... Journée porte ouverte, journée porte ouverte autocar. C'est un problème, comme je suis pas comme lui, c'est un problème. On va pas tenir toute la journée là. Quel est ton parcours et qu'as-tu fait avant? À vrai dire, pas grand-chose, un peu comme vous, mais finalement, moi, c'est par choix, puisque je jouis de la fortune colossale de papa et des petits plaisirs, finalement, qu'offre la vie. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations, pas comme tout le monde ici apparemment. Et ça veut dire quoi ça?